Un grand salut à vous, à toute l'équipe technique, aux collègues panélistes, j'ai grand plaisir à débattre avec eux. Un grand salut surtout à tous nos téléspectateurs. De retour à Bruxelles après une longue mission au Tchad à Djamena, mais déjà l'Afrique me manque. La Russie qui intervient pour empêcher l'ingérence à la fois au Venezuela, mais en Afrique, et il s'agit d'un même mouvement géopolitique des Américains, c'est ce que j'affirme depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, c'est Moscou, avec l'aide de Pékin, qui porte la liberté du monde. Ce monde, soi-disant du commerce libre, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'humanité et Dieu sait quoi, c'est en fait le monde de l'impérialisme américain, un monde qui entend assurer à nouveau sa domination mondiale sur le XXIe siècle. Un seul s'est opposé, c'est Moscou. Avec l'alliance de Pékin, cela fait une puissante communauté internationale. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent les fondements de la géopolitique de base, il y a un affrontement, c'est celui de la puissance continentale contre les puissances maritimes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'impérialisme anglo-saxon, l'impérialisme de Londres, auquel a succédé l'impérialisme de Washington et de Wall Street. Eh bien, les géopoliticiens américains, des gens comme Mackinder, comme Mahon, comme Spykman, ont défini que le centre de gravité, le pivot géopolitique, précisément de la puissance continentale, de celle qui peut s'opposer aux thalassocraties maritimes, c'est précisément ce qu'ils appellent le Heartland, le centre de l'île-monde. Cela correspond aujourd'hui, et cela correspondait déjà au XVIIe siècle, à la Russie. La Russie qui, en s'alliant avec une des puissances non maritimes de ce qu'on appelle l'anneau extérieur, le Rimlam, il s'agit de la Chine, a alors les moyens géopolitiques de contester l'hégémonie mondiale des anglo-saxons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les Américains, il faut lire les géopoliticiens américains, les gens comme George Friedman, comme Kagan, comme tous les autres. Je pars, moi, du principe qui était celui du général allemand Haushofer, l'un des pères de la géopolitique allemande, le père de la théorie des grands espaces continentaux, ce qu'est le néo-eurasisme ou le néo-panafricanisme. Haushofer disait que c'était un devoir et un honneur de se laisser enseigner par l'adversaire. Il faut lire les géopoliticiens américains. Vous verrez qu'ils sont parfaitement conscients qu'il s'agit des dernières années pour eux, pour assurer ce qu'ils appellent un nouveau siècle américain. C'est le terme qu'emploient à la fois les néoconservateurs, les gens qui ont soutenu le régime de Bush II, qui sont aujourd'hui le clan auquel appartient Bolton, ou les fondations comme la Heritage Foundation qui soutiennent Donald Trump. C'est aussi le terme qu'emploie à un autre côté de l'échiquier géopolitique, à George Friedman, l'ancien patron de Stratford, qui est aujourd'hui le directeur de Geopolitical Futures. Disons en gros que c'est la voix occulte, que c'est la voix non officielle du Pentagone et du lobby militaro-industriel. Lui aussi dit qu'il est grand temps que l'Amérique s'assure la domination mondiale au XXIe siècle. Pour cela, il faut empêcher l'unification du continent eurasiatique. Il fallait l'empêcher contre Moscou. Il faut d'autant plus l'empêcher aujourd'hui contre Moscou, allié dans un axe géopolitique Pékin-Moscou avec la Chine. Cette Chine qui, avec ses nouvelles routes de la soie, la Russie avec son espace économique eurasiatique de Vladivostok à Lisbonne, la Chine aussi avec le volet africain de ces nouvelles routes de la soie, la Russie qui est de retour, disent les Américains, sur les champs de bataille africains de la guerre froide. Tout cela inquiète les Américains. Ils ont engagé une course de vitesse pour empêcher tout cela. Lorsque vous lisez le livre manifeste de géopolitique de George Friedman, de Next 100 Years, les 100 prochaines années, il veut en finir avec une Russie démembrée en 4 États au moins pour 2030. Il veut en finir avec une Chine démembrée en 2040.
ce n'est pas de la science-fiction. Il s'appuie sur des mouvements sécessionnistes, il s'appuie sur des divisions ethniques. Il faut savoir, par exemple, que plus de la moitié de la population chinoise, ce ne sont pas des Chinois ethniques, des Han comme on dit, ce sont des Ouïghours, des Tibétains, la population musulmane du Xinjiang, etc. Ce sont toutes des possibilités de division pour l'impérialisme américain qui est déjà occupé pour ce faire depuis plusieurs décennies. Que pensent les géopoliticiens américains? C'est que la Chine est en train de monter, la Russie est en train de se redresser, mais l'Amérique a une fenêtre d'opportunité géopolitique. Quelle est-elle? Vous savez qu'au début du siècle, il y avait ce qu'on appelait les théories déclinistes. On disait qu'à cause de la non-maîtrise du pétrole et de la fin de l'âge des hydrocarbures, eh bien, les États-Unis étaient engagés dans un déclin irréversible. Ils n'avaient pas prévu, tous les économistes, parce que les économistes, ils vivent de statistiques et de théories, mais ils ne prévoient jamais l'avenir, ce que font les géopoliticiens. Les économistes n'avaient pas prévu la production des hydrocarbures de schiste et qu'avec celle-ci, avec le frein levé par Trump à toutes les lois écologistes aux États-Unis, mais aussi au Canada, eh bien, les États-Unis allaient devenir, depuis septembre 2015, une gigantesque puissance exportatrice d'hydrocarbures de schiste. Ce sont aujourd'hui les premiers exportateurs de gaz avant la Russie ou avant l'Iran. Par exemple, ce sont des exportateurs de pétrole de schiste. Ils sont aujourd'hui le swing state en termes de marché du pétrole. C'est l'État qui fixe le prix du baril en fonction précisément des coûts à la marge de la production du baril de pétrole de schiste. Et ces États-Unis sont aujourd'hui l'État dominant du nouveau marché du pétrole érigé à partir de 2015. Ce n'est plus l'Arabie saoudite qui subit, ce n'est plus l'OPEP qui subit, ce ne sont plus les Russes, les Iraniens, le Venezuela, c'est pour ça qu'il est sous agression, ou encore les États africains. Tout ça subissent la loi américaine sur le marché des hydrocarbures. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette fenêtre d'opportunité, elle donne les moyens financiers, économiques, industriels aux États-Unis de tenter ce que j'ai appelé moi un banco géopolitique, c'est-à-dire de tenter précisément d'éliminer les rivaux russes et chinois et de s'assurer pour un nouveau siècle au moins la domination mondiale. Au milieu de tout ça, évidemment, il faut suivre la politique de Bolton. Bolton a été choisi en 2016 comme conseiller principalement dans le domaine des affaires étrangères, de la sécurité et de la géopolitique de Donald Trump, parce qu'il a mené à Donald Trump les milieux néoconservateurs, les néocons, qui avaient porté déjà George Bush II au pouvoir, qui avaient engagé les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Bolton a défini un plan spécifique pour l'Afrique, c'est la nouvelle politique africaine de Donald Trump, c'est la vision radicalisée du nouveau printemps africain d'Obama et de Kerry de août 2014, radicalisée parce que Bolton ne prévoit plus seulement des pressions diplomatiques, des embargos, des sanctions, des révolutions de couleur, il prévoit des agressions armées avec la force de la puissance américaine. Ce choc aujourd'hui, c'est le choc de la Russie et de la Chine qui dirigent un bloc géopolitique qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, dans lequel ils invitent l'Afrique à s'intégrer. Et ce bloc regroupe par exemple l'Iran, le Pakistan qui est sorti de l'orbite américaine, l'Inde étant hésitante, étant assise entre deux chaises, la chaise américano-française d'un côté pour la domination contre les Chinois de l'océan Indien, la chaise des BRICS pour l'émergence de l'Inde précisément comme une grande puissance mondiale, ce qui ne se fera jamais avec les États-Unis. Les thèses déclinistes, qui étaient celles lancées par exemple par Emmanuel Todt en France ou d'autres, elles se sont donc avérées fausses. Ces prévisions ne sont pas arrivées et je suis triste lorsque je vois encore parfois des économistes africains reprendre les statistiques dépassées, ignorant le nouveau marché du pétrole
et qui basent leur raisonnement sur des théories déclinistes et sur l'avènement du Sud comme grande puissance économique. Si les États-Unis l'emportent dans la lutte pour la suprématie mondiale, eh bien, ceci n'arrivera jamais. Au milieu de cela, l'Afrique aujourd'hui, ça reste un butin ou un enjeu, comme elle l'a été en 1885, comme elle l'a été en 1914, en 1945 ou en 1960. Il faut que l'Afrique redevienne un sujet de l'histoire. À ce moment-là, les Américains perdront un atout décisif. L'autre atout, c'est le contrôle de l'Europe occidentale. Perte de l'Europe occidentale, perte du contrôle occidental sur l'Afrique. L'Amérique et ses multinationales reviennent une petite puissance régionale limitée à la zone des Caraïbes et à la zone de l'Amérique centrale. C'est cela l'enjeu. Il y a derrière la position que tient Moscou et Pékin, il y a une leçon pour l'Afrique. Ces deux très grandes puissances ont dû s'unir avec une vingtaine d'autres pays, dont la plupart des ex-républiques soviétiques, à part l'Ukraine et la Géorgie, dont l'Inde, dont le Pakistan, dont l'Iran. Ils se sont tous unis pour espérer pouvoir combattre les États-Unis. Les États-Unis, ça sera ma chute. Je vais vous donner une statistique. Dans le budget des dépenses militaires des 10 premières armées du monde, la première, ce sont les États-Unis. Il y a les Britanniques, les Français, les Allemands, les Indiens, les Chinois et les Russes. Le seul budget des États-Unis est le double du budget cumulé des puissances militaires de la seconde à la 7e place. Il y a 14 avions, porte-avions américains. Les Russes, les Chinois, les Américains ou les Anglais en ont un chacun. Il y a plus de 400 bases américaines dans le monde. En Afrique, il y avait une base en 2008, quand Bush et Obama lancent l'Africom, le commandement américain, pour faire la guerre en Afrique. Il y a aujourd'hui plus de 40 bases. Une frontière stratégique se dresse sur la diagonale Dakar-Djibouti pour séparer l'Afrique en deux. L'Afrique, elle a une leçon à retenir de tout ça. La liberté se lève à l'Est et c'est l'organisation de coopération de Shanghai, dont les fers de lance sont la Russie et la Chine, qui portent cette liberté du monde. Avis aux Africains.